Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette table ronde sur le plateau télé. Donc je suis François Charles, je suis un ancien cadre de la délégation générale pour l'armement, des affaires industrielles à la fois nationales, européennes et internationales, avec de l'OTAN, etc. Je suis devenu économiste, expert en stratégie et management. Et puis je dirige l'IRCE. L'IRCE, c'était un think et un do tank qui travaille sur les dynamiques européennes à travers les politiques publiques et l'animation des écosystèmes et les écosystèmes européens et surtout industriels et défense et dont la marine aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui d'importance, on va traiter de l'approche globale dans la protection des côtes, des ports et des infrastructures sensibles, mais aussi des convois, et pourquoi pas des pêcheurs et des ressources, dont on parle de plus en plus, avec les aspects institutionnels, industriels, opérationnels, qui n'ont pas répondu à notre table ronde, mais on est déjà à un beau plateau qui traite du signal, je dirais, à l'intervention pour toute forme de risque civilo-militaire, dont les activités illégales et suspicieuses, avec une menace, je dirais, qui évolue à la fois en nature et en technicité, et aussi quand on parle de catastrophes et d'attaques plus ou moins liées au conflit, mais avec des aspects communs et spécifiques selon que l'on considère les intérêts en jeu, et avec des réponses qui doivent rester mesurables, réalistes, réalisables, comme on dit en management de projet, en matière d'efficacité, mais sans oublier les éléments de coût, aussi de coût, délai et de performance et d'analyse de la valeur. Voilà, et d'ailleurs, on va inclure ça dans notre prochain courrier à direction du nouveau commissaire chargé de la défense. Alors, je dirais que les marines nationales n'ont pas que des fonctions militaires, comme l'armée de terre aussi, qui est missionnée pour le retour à la paix, et peuvent intervenir dans l'humanitaire. La défense n'est pas que militaire, mais également économique et civile, et la sécurité des mers est globale. Alors elle l'est sur les côtes, avec des caractéristiques bien différentes entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, l'Indo-Pacifique. On en parle de plus en plus aussi avec la dimension vraiment maritime, et qui n'est pas que française d'ailleurs, en passant par les mers noires et les mers rouges aussi. Voilà, j'en parlerai tout à l'heure. Elle l'est sur les ports qui sont, ne l'oublions pas, l'entrée des fleuves en termes de risques et des canaux, avec des infrastructures sensibles à protéger, mais au-delà des vecteurs de transport, qui sont les barges et les bateaux. Elle l'est sur les routes pour la protection des convois qui se détournent maintenant, vous l'avez vu, on reprend jusqu'en Afrique du Sud, mais avec des coûts et des risques liés, parce qu'on recrée finalement la Manche dans le sud, et quoi de meilleur pour de nouvelles attaques. Elle l'est pour la protection des pêcheurs, des touristes, jusqu'en Indo-Pacifique, avec des moyens d'action et perturbations différentes. Et je parlais aussi des ressources proches des côtes, pour rechercher les matériaux rares, qui sont rares parce qu'ils sont différemment disséminés à travers le globe. On a repéré aussi à proximité des côtes les endroits où aller les chercher. Et là, il faut souvent des moyens de protection. Sans oublier les risques environnementaux et migratoires, et qui demandent des réponses souvent adaptées. Mais si tous les pays ne sont pas directement concernés et riverains, ils le sont indirectement. Je dirais qu'on ne doit pas forcément toujours intégrer les pays riverains. Et en termes de solidarité, on parle beaucoup de boussole stratégique. Tous les pays devraient être concernés, au moins les pays européens. Et chacun des pays peut avoir aussi sa réponse propre, législative, opérationnelle, industrielle, en termes de détection, d'intervention à courte, moyenne et longue portée, en interopérabilité avec les autres. Alors on peut dire en interchangeabilité aussi. Ou alors prendre une solution commune, comme nous le voyons dans le terrestre et l'aéronautique aussi. Mais la marine n'a pas attendu pour chasser aussi en escadre, aussi à plusieurs nations. Et avec une dynamique liée surtout autour du porte-aéronef,
et d'ailleurs avec une dynamique là qu'on voit sur un porte-aéronef qui va rejoindre la classe des porte-aéronefs états-uniens. Voilà, donc c'est une dimension assez intéressante. Reste effectivement à la faire aboutir, et si possible pour l'intérêt général. Alors le panorama est complexe. Qu'on vient de considérer l'océan en entier et donc élargir le sujet à la haute mer. Une grande part est donnée aux militaires d'ailleurs, et contrairement à ce qu'on peut penser, il existe finalement peu de zones de non-droit en haute mer. La mer a souvent été étrangère à la construction européenne, avec une méconnaissance générale, hein, même si on dit aussi qu'on connaît plus la Lune que les fonds marins. Même s'il y a des récents sursauts et qui mériteraient aussi un pacte bleu, on en parle de plus en plus. Dernièrement au salon Euromaritime, mais dans la défense aussi. Les réflexions ont été initialement poussées par la France et le Portugal il y a longtemps pour définir une politique intégrée, rejointe ensuite par l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et les pays scandinaves. Vous savez que le Danemark fait partie de l'alliance nordique aussi, dans le domaine de la défense. C'est l'ensemble des pays à croix. Et maintenant, on parle de la position pour la Pologne, qui veut son accès aussi un peu plus grand à la mer, et particulière pour UK qui peut être sorti de l'Union, mais qui reste dans la dynamique européenne. Je parlais des riverains de la boussole stratégique. Et aussi, récemment, on a entendu aussi la Roumanie qui essayait de remonter le débat avec les risques sur la mer Noire pour impliquer pas uniquement les riverains, mais aussi les non-riverains, justement. Une des premières réformes de l'Union, ça a été rassembler la pêche et les affaires maritimes avec plus de décisions politiques et la recherche de travaux en commun. Des synergies de points focaux. Sur la surveillance maritime, il apparaît qu'il faut considérer que le voleur, le contrebandier ou le trafiquant a toujours un coup d'avance. On en parle beaucoup en cybersécurité. Et en cyber, on est toujours là pour protéger, mais aussi on peut essayer de trouver des solutions pour attaquer aussi. Voilà. Alors il y a eu quelques avancées dans le domaine de sécurité maritime, justement après les catastrophes. Et je rappelle que depuis 2002, nous proposions la constitution d'une force européenne puissante, agissant au nom de la solidarité et dans l'intérêt commun après les catastrophes qu'on avait connues. Alors je pourrais citer un certain nombre de programmes comme le Common Information Sharing Environment, le CIS, les 7 projets par segmentation, comme le Blue, Mass, Med, etc. Ce sont des sujets plus de gouvernance. Mais on parlera aussi progressivement et dans la table ronde des sujets de type industriel. On a vu sur les stands, vous pouvez voir aussi le sujet comme l'EPC avec plusieurs pays, mais avec toujours les mêmes problématiques aussi de partage de financement, mais aussi de cohérence technologique sur les objectifs. On pourrait, alors, les grandes avancées, pareil, si on considère de façon globale, c'est le fonds dédié pour les programmes, je viens d'en parler, mais aussi des prises de décision pour faire avancer l'approche maritime internationale. Très récemment, après l'Assemblée nationale, je rappellerai que le Sénat vient d'aborder le traité sur la haute mer, faisant de la France le premier pays de l'Union européenne, du G7 et du G20 à ratifier cet accord historique. Alors, on pourrait parler aussi de Frontex, qui, peut-être avec la nouvelle législature, qui a peut-être tendance à se renforcer, à confirmer ses missions, mais aussi avec des flottes dédiées. Et puis toujours aussi, en parlant de flottes dédiées sur l'approche côte, c'est la différence aussi entre les gardes-côtes et les gardes-frontières. Souvent, les pays ont des lunettes et des oreilles et des différents. Voilà, comme souvent l'Union unie dans la diversité. Mais revenons aux solutions industrielles. On va commencer par traiter du signal, de l'approche de détection et de l'identification, je dirais, avec Thomas Bechneck. Bonjour, responsable du développement commercial et programmes chez Thales.
spécialisé dans les solutions de surveillance côtière et de sécurité maritime. Alors après avoir une expérience en Air Traffic Management et Avionics Surveillance System, j'ai lu que vous étiez passé aussi un petit moment à Moscou, avec aussi une expérience particulière sur l'Autofly Control System. Si vous êtes passé chez EADS, avec une formation ingénieur au départ, et j'ai noté professionnel expérimenté dans les livraisons de grands systèmes critiques dans l'aviation, les télécommunications, avec une forte expérience dans l'animation de programmes transverses. Transverse, voilà, c'est l'esprit européen. Je vous laisse la parole. Alors, quelques questions préalables. Le signal est-il universel, adaptable, interchangeable dans la diversité? Doit-il être adapté ou adaptable d'ailleurs aussi? Et quelles sont les solutions proposées donc, pour la sécurité d'objectifs particuliers? Voilà, quelle est la solution Thales avec ses journalités, certainement en termes d'innovation? Merci, c'est à vous. Bonjour, merci de m'avoir invité, François, et puis bonjour à tout le monde. On peut passer à la présentation. Donc, merci. Je vais vous présenter ma vue sur les systèmes côtiers et sur la manière dont ils permettent de protéger les côtes. Tout d'abord, on sait que chaque pays souhaite pouvoir protéger sa population, son territoire, son économie, mais elle doit le faire dans un environnement qui est complexe et un contexte relativement complexe. Il y a en effet tout un lot de lois maritimes à respecter, de traités, d'accords bilatéraux, c'est du point de vue légal. Ensuite, géographiquement, pour protéger son territoire côté maritime, on doit faire face à des étendues qui sont très importantes en termes de superficie et qui sont à couvrir dans toutes les conditions possibles qu'on peut voir dans le domaine maritime, en termes de vent, de pluie et de vagues. Au-delà de tout ça, on est quand même dans une époque où les menaces sont de plus en plus nombreuses et évoluent également rapidement, comme c'est le cas pour les drones marins. Et toutes ces nouvelles menaces donnent des contraintes pour pouvoir réagir de plus en plus vite, car ces menaces sont toutes de plus en plus agiles. Une fois qu'on a donné ce contexte-là, chaque pays a un certain nombre de missions et un grand nombre de missions qu'il espère pouvoir mener sur son territoire. Tout d'abord, je parlerai du combat contre toutes les activités illégales, que ce soit la pêche illégale, tous les différents trafics illégaux qui peuvent avoir lieu sur la mer, tout ce qui est piraterie. Et au-delà de ça, il y a aussi la lutte contre tout ce qui est intrusion illégale dans le territoire et les menaces afférentes qui peuvent avoir lieu sur des enjeux vitaux du pays, que ce soit via l'immigration ou via le terrorisme. Enfin, il y a une mission qui est un peu plus régalienne, d'assurer la sécurité de la navigation sur la mer et autour des ports. Donc tout cet environnement complexe demande une solution adaptée et moderne pour pouvoir adresser les menaces qui, elles, arrivent au fur et à mesure du temps. C'est pour ça que chez Thales, nous avons développé une solution de surveillance côtière que nous avons nommée Coast Shield et qui apporte les bénéfices suivants à nos clients. Tout d'abord, ils ont la possibilité de soutenir leur économie, car l'économie, c'est un des nerfs de la guerre. Et chaque pays a la possibilité de soutenir son économie à travers un meilleur contrôle de toutes les zones maritimes d'intérêt sous sa responsabilité. Ensuite, ils peuvent lutter efficacement contre toutes les activités illégales, la pêche illégale et les trafics illégaux. Ils peuvent ainsi protéger également tous les assets nationaux et avancer dans la lutte contre le terrorisme et continuer à assurer la sécurité de la navigation autour des ports. L'installation ou la mise en service d'un système de surveillance côtière efficace a un certain coût.
et demandent un investissement de la part de ces pays. Mais je vais prendre juste un exemple. Savez-vous que la perte annuelle de revenus mondiale par an liée à la pêche illégale seule est estimée à 23 milliards de dollars. Donc pour des économies qui dépendent de la pêche ou qui ont des intérêts sur la mer, on peut se rendre compte que l'investissement dans un système moderne et efficace de surveillance côtière est très vite rentabilisé. Donc maintenant qu'on a dit qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce qu'on veut voir avec un système de surveillance moderne? Donc, sur le tableau qu'on peut voir ici, il y a un rectangle orange. Et je voudrais commencer par celui-là, en fait. J'ai listé les différents types de menaces qu'on peut voir sur mer. Et dans le cadre orange, c'est ce qu'on peut voir traditionnellement avec un système qu'on appelle Vessel Traffic Services, qui permet de monitorer le trafic marine. Donc, on va pouvoir voir à une distance quand même raisonnable de la côte, des petits bateaux, des bateaux de pêche et des cargos. Effectivement, ce ne sont pas des menaces pour les principaux assets qu'on a discutés, et ce ne sont pas le type de menaces qui vont aller vers le terrorisme ou porter la plupart des trafics illégaux dont on a parlé précédemment. Si on veut pouvoir gérer ce type de menace, il va falloir aller vers une détection plus fine, plus performante, plus loin de la côte, comme nous le proposons chez Thales avec notre solution Coast Shield, qui permet de détecter des bateaux rapides, des jet skis, des drones marins et même des submersibles lorsqu'ils sont émergés. Et c'est cette capacité-là qui va permettre d'effectuer correctement la protection de la côte. En plus de cela, nous avons aussi développé la capacité de détecter les avions qui volent à basse altitude et les drones aériens. Cela permet également de mieux coordonner la réponse air-mer. Donc en synthèse, on arrive à un système, une solution Coast Shield qui permet de voir justement ce qui ne veut pas être ce qui ne veut pas être vu dans toutes les conditions météorologiques et dans toutes les conditions de mer également. Donc grâce à cette capacité de détection accrue, on va donc pouvoir passer d'un système de monitoring du trafic, comme je le disais précédemment, qui est essentiellement coopératif, puisque la plupart de ces bateaux que j'ai cités initialement sont équipés de transpondeurs, et on sait qui est qui, et on sait qui va où. Mais on va aller vers une détection avancée qui va permettre d'avoir une détection plus fine sur des cibles plus petites, plus agiles et à une distance plus importante de la côte. Et tout ça va donner ce qui est la clé, je pense, dans la surveillance marine, c'est le temps. Le temps d'analyser, le temps de définir la réponse appropriée et le temps d'agir, bien sûr. Donc cela va donner la possibilité de protéger efficacement des assets clés de pays et d'empêcher les intrusions et les actes illégaux sur ces assets, d'améliorer la navigation sur la mer en ayant un coup d'avance et en ayant toutes les données à disponibilité pour pouvoir effectuer un contrôle actif et plus passif. Ensuite, on va enfin pouvoir préparer, grâce au temps gagné, les actions, les interactions et le déplacement des moyens d'intervention. Donc, une fois qu'on sait comment et qu'est-ce qu'on veut faire, la question c'est avec quelle solution technologique. Donc, aujourd'hui, notre solution est composée d'une capacité qu'on nommera cœur, qui est la capacité de monitorer la situation maritime en temps réel. Cela, nous le faisons grâce à deux piliers essentiellement. Premier pilier est la capacité de détection pure, qui est notre ADN chez Thales, un de nos ADN en tout cas. Le Coastwatcher 100, qui est un radar de détection marine, qui permet de détecter des cibles jusqu'à 100 nautiques et par tout temps et toute condition marine.
Cela va permettre de générer un grand nombre de données, ce qui est aujourd'hui la clé hein, dans nos systèmes, qui vont ensuite pouvoir être traitées au niveau du deuxième pilier, qui est le centre de contrôle. Le centre de contrôle va prendre toutes ces données et prendre toute l'intelligence également fournie par le radar, par le biais de l'intelligence artificielle, et synthétiser une situation marine consolidée, afin de faciliter le travail des opérateurs, afin que la situation soit épurée et que l'opérateur, le client, reçoive la bonne information au bon moment. Et c'est ça la clé d'une protection de surveillance côtière efficace. Au-delà de cette capacité de cœur, comme je disais, qui va permettre de répondre à la question « ai-je à faire un trafic normal ? Est-ce que la piste identifiée est suspecte ? Est-ce qu'il y a une situation de détresse quelque part ?» On va pouvoir ajouter des compléments qui vont venir enrichir cette situation marine, que ce soit à travers des radars déjà existants, donc c'est une solution qui est complètement modulaire, des radars mobiles ou de l'imagerie satellite. Et tous ces composants vont venir enrichir la situation marine. De la même manière, on va pouvoir aller vers l'identification des bateaux ou des pistes identifiées via des caméras ou des AIS, qui est plus standard. Mais également vers du drone déporté, qui lui va permettre d'étendre la couverture avec une capacité embarquée de caméra. Donc là, on va identifier et supporter et préparer les interventions avec cette capacité. Ensuite, on va également, de manière plus classique, coordonner les opérations avec tout ce qui est radio. Et le dernier point, qui n'est pas le moins important, c'est toute la capacité d'enregistrement et d'analyse ad hoc des situations. Donc il y a 3 aspects derrière. C'est que tous les senseurs sont enregistrés et le client y a bien sûr complètement accès et va pouvoir, premièrement, prouver que des actions illégales ont eu lieu, donc la partie légale. Deuxièmement, continuer à former de manière progressive ces équipes à l'utilisation du système, modifier ces procédures d'utilisation du système et ces procédures d'intervention, mais également, grâce au développement du machine learning, utiliser les données d'incidents qui sont représentatifs pour venir améliorer les capacités du système et les algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, en synthèse, notre solution permet de répondre aux grands challenges de la surveillance côtière aujourd'hui, à travers la détection et la classification de pistes, même les plus petites, à une distance importante de la côte, avec des performances qui sont inégalées en termes d'environnement, même en environnement compliqué et sous la pluie. La solution est designée pour être évolutive et pouvoir matcher aux besoins des clients au fur et à mesure du temps. Et elle intègre les toutes dernières technologies telles que l'intelligence artificielle et la cybersécurité pour donner la capacité d'avoir des réponses rapides, sûres et efficaces. Merci beaucoup. Alors j'ai apprécié le coup d'avance, non pas des contrebandiers, mais des solutions technologiques. C'est vrai que les côtes ne sont pas protégées par le naval terrestre. On utilise l'espace, on aurait pu faire intervenir l'espace aussi, même les batteries côtières. Mais on va donner la parole aux solutions navales. On va poursuivre avec Emmanuel Baucher, qui est directeur des ventes chez Careship. Nous rappellerez la signification du groupe. Vous êtes ancien du groupe Nexeya. Voilà, celle sur les ventes France et export en radar électronique embarqué. Alors, quoi de neuf, je dirais, alors, qui est Careship? Quoi de neuf chez Careship en termes d'évolution aussi, et puis on parlera peut-être d'autres sujets après. Merci. Merci François. Alors qui est Careship? C'est vrai que alors Careship existe depuis 2013. C'est né d'une réflexion pour accéder le marché des patrouilleurs principalement. Donc Careship, c'est une joint venture entre Chantier Pierriou, donc chantier breton basé à Concarneau, qui était plutôt spécialisé dans le domaine des navires civils, et notre champion national Naval Group. Et du coup, l'objectif de cette association, c'était de pouvoir accéder
des marchés beaucoup plus concurrentiels, notamment en termes de budget, et du coup de pouvoir se positionner sur des marchés d'action de l'État en mer qui sont aujourd'hui très demandeurs et qui répondent justement très bien à notre thématique du jour sur cette protection, hein, l'action de l'État en mer. C'est vrai que ce sont des missions qui sont quand même très vastes. Il y a un large éventail qui vont de la défense nationale, la préservation de l'environnement, la gestion économique de la ressource. Alors on a parlé de ressources halieutiques, mais il n'y a pas que celle-là, hein. Et donc c'est vrai que pour répondre donc à l'ensemble de ces missions, les États se doivent d'équiper leur marine, leur garde-côte, parfois leur police, pour justement avoir des moyens navals qui permettent de répondre à cette mission de protection de leurs accès et de leurs ressources. Alors, Careship a un bon positionnement dans ce domaine-là, de par l'ADN de cette association entre Pierre-You et Naval Group. Et donc, pour répondre à l'ensemble de ces exigences, de ces besoins des États dans le domaine de l'action de l'État en mer, Careship innove régulièrement et propose donc une gamme de navires qui globalement se répartit un peu dans 3 grands domaines. Donc il y a bien sûr les patrouilleurs de haute mer, hein, ou les OPV, comme on a plutôt l'habitude de les appeler, qui sont des navires dédiés donc à la surveillance, à la protection, à la présence, donc qui, au regard de certaines approches clients, sont parfois des navires qui ont plus un domaine militaire qu'un domaine de l'action de l'État en mer au sens protection, donc qui peuvent être amenés à être déployés assez loin de leur port-base. Et donc c'est vrai que là on est un petit peu à la frontière entre ces 2 domaines. Ensuite, nous avons une gamme de navires de soutien, hein, pour les opérations d'assistance, donc avec des navires que l'on pourrait parfois qualifier de très gros remorqueurs, multimissions, couteaux suisses, qu'on adapte en fonction des besoins de nos clients. Et enfin, des navires scientifiques. Et ça, c'est quelque chose d'important. On parlait de ressources tout à l'heure. Ces navires scientifiques qui répondent à cette mission de maîtrise des fonds marins et de connaissance de la ressource. Comme on le disait tout à l'heure, on connaît souvent mieux la Lune que nos fonds marins. Et c'est exactement cette dynamique-là. Il y a de nombreux traités internationaux qui ont incité les pays à justement mieux maîtriser leurs fonds marins. Et du coup, nous avons développé une gamme de produits qui leur permet de cette maîtrise. Donc, dans la partie patrouilleur, aujourd'hui, nous avons une gamme qui va de globalement 30 mètres à 95 mètres. C'est un peu notre limite avec notre maison mère Naval Group. Et alors, c'est vrai pour les patrouilleurs, mais c'est vrai pour l'ensemble de nos navires. Aujourd'hui, en termes d'innovation, et ça fait un petit peu écho à la présentation de Thales, notre défi en tant que chantier naval, plateformiste, et nous sommes souvent en première ligne face à nos clients, c'est d'être capable d'intégrer toutes ces innovations et justement d'être capable de faire face à toutes les menaces qui vont avec. Donc certes, nous répondons à un besoin opérationnel de nos clients, mais on doit aussi faire face donc à toutes les attaques auxquelles ils sont soumises. Je pense notamment à la cybersécurité. Et parfois en matière de cybersécurité, alors naturellement on pense au système d'information, au système d'armes, et parfois la porte n'est pas là où on pense qu'elle est. Le contrôle-commande des moteurs de propulsion est parfois une porte d'entrée pour les hackers. Et ça, en tant que plateformiste, c'est vrai que c'est dans notre responsabilité de pouvoir permettre à nos clients de leur assurer qu'ils sont protégés sur l'ensemble du navire. Donc ces choses-là, on a aussi une forte contrainte désormais, c'est on le voit hein, par tous les systèmes que nous proposent les équipementiers, on doit manipuler un volume d'informations très très important, on doit le sécuriser à bord de nos navires, on doit le stocker,
on doit le faire circuler dans les navires. Donc aujourd'hui, et principalement avec l'impulsion de Naval Group, on intègre sur nos navires des data centers qui en plus doivent être très souvent redondés, donc ce qui impose dans l'architecture des navires des solutions de redondance électrique, de réseau, dans la ventilation. Donc c'est vrai que ça a un impact fort sur nos navires. Donc ça, c'est des choses importantes et c'est des innovations auxquelles nous faisons face. Et puis, ces informations, ces bateaux doivent aussi être tous très connectés les uns aux autres et vers les états-majors pour être capables de mener des opérations internationales, nationales. Et donc ça, c'est vraiment les innovations qui nous amènent à faire évoluer nos navires. Donc voilà, dans les patrouilleurs de haute mer, donc comme je vous le disais, des solutions avec deux orientations, plutôt garde-côte ou plutôt Navy, en fonction du niveau d'armement. Sur les navires, voilà, les navires de soutien, donc là on a une gamme très différente. On peut voir là dans le plus grand un navire qui a une vocation qui peut aller jusqu'au soutien aux populations. Nous avons en ce moment des discussions avec un pays qui a une difficulté en termes de réseau médical et donc qui cherche un moyen mobile de déployer un hôpital de façon périodique le long de sa côte parce que c'est le moyen le plus simple d'accéder à ces populations. Donc c'est pareil, ça a des impacts forts sur nos plateformes. Bon, là on a quelques exemples de navires français en la matière aussi, hein, qui sont très très actifs, donc aussi bien en métropole qu'en outre-mer. Et enfin dans les navires scientifiques, oui, c'était là, voilà, dans les navires scientifiques. Alors bon, on a un petit sentiment particulier qui nous fait plaisir, c'est notre fameux bateau rouge. Hein. Ça faisait très 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 longtemps que la France n'était plus dotée d'un navire polaire, donc nous sommes très fiers d'avoir construit l'Astrolabe, hein, qui est basé à La Réunion et qui est régulièrement donc en mission dans les mers du Sud. Mais aussi voilà, des bateaux hydro et océanographiques, donc pour la maîtrise des fonds marins. Voilà, donc c'est vraiment un spectre très large qui me semble bien répondre justement à toute cette problématique des états, hein, parce que nous leur proposons des outils qui leur permettent de surveiller leurs approches, de préserver leurs ressources. Et pour les états, nous, les remarques et dans les démarches que nous avons avec eux, on se rend compte régulièrement que ça reste toujours des investissements lourds. Donc déjà, on se doit de leur trouver des solutions qui soient pérennes dans le temps, hein, qui durent. Et socialement, ils se doivent de les justifier auprès de leurs électeurs, bien souvent. Hein. Et c'est dans l'impact socio-économique et l'intérêt de ces outils justement pour protéger leurs ressources. On parlait de la ressource de la pêche. On a quelques pays dont l'économie est extrêmement dépendante de la pêche, et préserver cette ressource, eh bien, ça leur permet de sécuriser la stabilité socio-économique du pays et des populations. Donc voilà un petit peu comment nous faisons évoluer nos navires ces dernières années. J'avais une petite question tout de suite. Est-ce que les mers du Nord sont semblables aux mers du Sud ? Et qu'est-ce qu'on peut penser de la route Nord, finalement ? Alors, je ne suis pas spécialiste de ce flux économique par la route Nord. Bon, elle s'ouvre malheureusement dû à l'évolution de la situation climatique. Hein. Maintenant, je pense que plus personne ne peut le contester. Donc, c'est une nouvelle voie économique. Qui dit nouvelle voie économique dit nouvelles menaces, nouveaux besoins de protection. Donc effectivement, même si ce n'est pas notre zone commerciale privilégiée, on voit des évolutions, des nouveaux besoins, hein, autour de très gros brise-glace, remorqueurs, pour assister une partie de l'année les navires et les convois qui exploitent cette nouvelle voie économique. Pour répondre à la première question, non,
les mers du Nord ne sont pas les mêmes mers que les mers du Sud, hein, ce qui nous oblige à adapter la conception de nos navires, que ce soit en termes de protection de la coque, mais aussi de climatisation. Et typiquement, dans certaines zones, on l'oublie assez facilement de se protéger contre le sable. Nous avons certains pays partenaires dans le golfe de Guinée, dans lesquels en fait, il y a très souvent un brouillard de sable qui nous oblige à adapter les systèmes de climatisation qui sont assez régulièrement comme une fonction clé du navire, puisque pas de climatisation, pas de système. Donc voilà, c'est important. D'accord, merci. On va continuer sur la panoplie des solutions et au-delà des bateaux, il y a d'autres vecteurs d'intervention spécifiques que sont les drones. Alors après, c'est comme le wording, hein, c'est les terriens qui disent non, les drones c'est chez nous, les autres c'est des robots. Donc voilà, on dit aussi, on parle de drones dans le naval ou engins autonomes naval et missions de protection, voire d'attaque aussi. Alexandre Humeau, vous êtes directeur commercial chez Sirena, donc filiale, vous allez le présenter, du Naval Group, après de passer chez Spheria, GIE, PER et Neo. Vous avez, j'ai lu, abordé aussi les problématiques de MCO, aéronautique, où je suis passé après un passage chez Airbus et d'autres entreprises. Voilà, vous êtes impliqué aussi dans la réflexion globale de défense d'une façon générale. Alors on pourrait dire quelle similitude entre les drones aéronautiques terrestres et marins. On est passé voir la grosse baleine de la DGA aussi. Est-ce que les drones peuvent être vraiment autonomes ou est-ce qu'ils peuvent être autonomes autour d'un bateau initial? Est-ce qu'il y a toujours besoin de la main de l'homme, je veux dire, pour prendre les décisions et le piloter? Et puis peut-être quelle éthique pour les drones armés, si on peut l'aborder. On parlait des drones kamikazes aussi. Voilà, donc... Est-ce que c'est votre panoplie? Est-ce que sont vos solutions? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de nous donner l'occasion de présenter un peu les solutions. Peut-être un rapide rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Sirena, on est donc filiale de Naval Group. On est basé à Nantes et on a aujourd'hui comme raison d'être le fait de garantir la sécurité des opérations à la mer. Donc on ne fait pas ça seul, on est fournisseur d'équipements intégrés, on travaille beaucoup avec Airship entre autres, on travaille avec Thales, on travaille avec notre maison mère évidemment. Et donc pour ça, on intervient au travers de 3 piliers. Le premier, c'est la maîtrise de la dynamique des plateformes navales. Donc c'est toute l'expertise historique de Sirena sur le comportement d'une plateforme, qu'elle soit de surface ou sous-marine, à la mer, donc en simulation, en calcul hydrodynamique et en allant jusqu'aux essais en bassin ou en eau libre. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier historique qui nous a permis derrière d'être designer, concepteur et de drones de surface autonomes. Donc, je reviendrai après sur l'autonomie qui fait débat, qui fait beaucoup débat aujourd'hui. Nous, chez Sirena, on s'intéresse en particulier aux petits drones, aux SUSV, donc Unmanned Surface Vessels, donc moins de 15 mètres. On laisse les M et L USV, c'est plutôt la spécialité de notre maison mère, avec qui on va collaborer sur ces problématiques-là. Et puis le troisième pilier, c'est la fourniture de solutions de surveillance maritime intégrées. Donc là, c'est pareil, on s'appuie et on s'associe avec un tas de partenaires industriels pour pouvoir répondre aux enjeux de la surveillance en proposant et en intégrant tout un tas de systèmes qu'ils soient intégrés sur des traits de côte avec des solutions plutôt mobiles, rien à voir avec le Coast Watcher. On est plutôt intégrable avec, on va pouvoir s'interfacer avec le Coast Watcher, on ne va pas remplacer certainement pas les solutions de Thales qui vous ont été présentées juste avant, ou à bord d'un bateau, le but étant d'assurer la sécurité de navigation. Donc, si je reviens maintenant sur la question, et en particulier l'autonomie, c'est une question qui nous est souvent posée et finalement qui n'est pas simple. C'est qu'est-ce que l'autonomie? C'est quoi un drone autonome, en fait, aujourd'hui?
Et c'est une question qui n'est pas si simple que ça, parce qu'on a tous, je pense, notre propre définition de l'autonomie. Finalement, mon drone, je lui fais faire 2 waypoints, je lui dis d'aller au point A ou au point B, il va pouvoir y aller sans que je touche aux manettes. Est-il pour autant autonome? Voilà, je laisse le débat chacun de son côté. Ce qui est important, c'est par contre, quand on en discute, d'avoir la même définition et de savoir jusqu'où on va. Donc oui, le drone peut être autonome. Maintenant, ça dépend du niveau d'autonomie, finalement. Et dans la réponse à la question, est-ce qu'il y a toujours une intervention humaine? Oui, puisque même dans un drone avec une forte autonomie, c'est-à-dire un drone qui va être capable de prendre ses propres décisions pour de l'évitement d'obstacles, par exemple, ou pour aller se reconfigurer en fonction d'aléas différents rencontrés dans sa mission. Finalement, même ça va être à la main de l'homme, puisque c'est l'homme lui-même qui va pouvoir lui donner ses règles de conduite et de comportement. Et selon que ce soit codé par monsieur A, B ou C, on pourrait avoir des comportements et des finalités qui pourraient être finalement relativement différentes. Je ne vais pas aller trop loin parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais l'autonomie fait beaucoup débat. Donc nous, chez Sirena, on a vocation à fournir des drones autonomes. Donc quand on dit autonome, c'est être capable, et donc là on s'appuie sur les solutions de notre maison mère, en particulier la solution Styris, qui est le cerveau, si vous voulez, un petit peu de la mission qu'on va pouvoir intégrer dans nos drones, de surface. Donc nous, on est uniquement sur la partie drone de surface, et donc de pouvoir donner cette capacité au drone de pouvoir remplir sa mission en autonomie sans intervention humaine. Pour le moment, donc nous on a sorti un nouveau drone de surface qui s'appelle le Sequest S, qui est une plateforme de 9,30 m que vous pouvez voir, que vous pouvez voir sur le stand de Naval Group notamment, qu'on a révélé il n'y a pas longtemps sur le stand de Naval Group. Donc c'est une plateforme qui est modulaire par plusieurs aspects. Donc on a travaillé avec le chantier naval Quash en particulier, en partenariat. Donc c'est une plateforme qui a vocation à être intégrée sur bâtiments de surface, sur frégates de premier rang, donc les FREMM et FDI en tête de colonne, mais également tous les navires qui sont capables de pouvoir l'accueillir sur une aire d'accueil et avec une capacité de levage qui est suffisante. Donc on pense au BSAM, BSOM par exemple du chantier Piriou Carship. On pense à d'autres navires en particulier. Le but étant de pouvoir offrir tout un panel de solutions à la marine. Donc 9,30 m, c'est la taille parce qu'il fallait rentrer dans la niche de la FREMM et de la FDI, mais évidemment la plateforme est adaptable jusqu'à 15 mètres, et puis sur des plateformes un peu plus petites, avec d'autres types de plateformes, l'enjeu étant la mission, à quoi répond la mission. Ensuite, il est modulaire parce que sur sa zone avant, il y a une zone avec une réservation d'espace et de charge pour pouvoir intégrer différents types de charges utiles, des essaims de drones aériens, du fuel supplémentaire, des effecteurs, en fonction de la typologie de la mission. Vous avez un mât en plein milieu, un mât central qui a été pensé comme un PSIM, donc un Panoramic Sensor Integrated Module, un peu comme la FDI. Donc ça permet, en fait, si vous voulez, de développer en parallèle la coque, la plateforme propulsée avec la partie intelligence de navigation. Donc dedans, vous avez toute la partie perception de l'environnement, perception pour la sécurité de la navigation, ce qui est un enjeu clé dans l'opération des drones, qu'ils soient autonomes ou pas. Le drone a besoin de voir et de comprendre son environnement, et puis sur lequel on va pouvoir intégrer tout un tas de charges utiles, et notamment en particulier pour celui que vous voyez, donc le 930 ISR, qui est dédié donc comme son nom l'indique, à l'ISR, et donc qui intègre des capteurs de renseignement d'origine électromagnétique et des capteurs de renseignement d'origine image. Et puis la zone arrière, donc la communication, qui est essentielle pour pouvoir reprendre le contrôle, être capable de connaître les informations renvoyées par le drone, etc. Aujourd'hui, on est en communication satellite avec une constellation LEO, donc basse orbite, Low Earth Orbit. On est évidemment capable de s'intégrer avec différents types d'opérateurs, le but étant de pouvoir encore une fois coller à la mission et au contexte opérationnel. C'est la même chose pour les charges utiles. Il n'y a pas un drone qui fait tout. Le drone qui répond à toutes les questions, ça n'existe pas et ça n'existera pas. C'est souvent dédié à une mission. Et donc il faut bien partir de la mission pour pouvoir répondre à la question correctement. Donc nous, on l'a pensé comme étant ISR. Donc si je reviens maintenant sur la question que vous posiez, donc notamment sur ce qui était un peu sous-entendu avec les drones kamikazes et donc l'armement des drones. En France, le comité d'éthique s'est positionné de manière très claire. Il y a une distinction entre les SALA et les SALIA.
Donc là, pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qui est clair, c'est que les SALA, la France n'en fera pas. Et donc évidemment, on suit et on respectera bien évidemment les décisions du comité d'éthique du ministère des Armées. Il y a un débat qui est ouvert sur la partie donc, des SALIA. Et donc là, avec un contexte de règles d'engagement et de respect de l'ouverture du feu qui est extrêmement bien détaillé dans le rapport d'éthique. Maintenant, il y a évidemment d'autres pays qui se posent moins de questions, soit par contrainte, soit par choix autre. On peut voir que les drones armés, ça existe déjà. C'est pas un rêve, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. On le voit en mer Rouge, on le voit en mer Noire, on le voit en Méditerranée où des pays voisins arment déjà leurs drones avec différents types de missions, que ce soit de la frappe contre terre, de la lutte anti-navire ou de la lutte anti-sous-marine. Ce qui est sûr, c'est que c'est une question à prendre assez sérieusement, à considérer et qui se fera, mais qui doit être posée. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Ça reste un enjeu assez important. Notamment, les drones permettent de répondre à un enjeu de maillage d'une zone maritime à coût maîtrisé. Puisque ce sont des plateformes plus petites, il y a une économie au niveau de la main-d'œuvre et donc au niveau de l'équipage. Le but, c'est pas de remplacer un équipage, mais ça permet à un équipage ou à une base navale d'avoir finalement le don de l'ubiquité. Vous pouvez être à deux endroits, voire à deux endroits et agir à deux endroits en simultané. Et ça, c'est ce que les drones en tout genre, que ce soit les drones sous-marins, aériens ou de surface, peuvent apporter. Donc c'est une technologie qui est plus en développement, qui existe déjà. On le voit, si vous avez fait le tour du salon, vous avez pu voir partout des drones de surface, des drones aériens, des drones sous-marins. Vous avez pu voir les différentes typologies de missions auxquelles ils s'intéressent. Il y a évidemment la maîtrise des fonds marins avec la bathymétrie. Vous avez la guerre des mines qui est très bien identifiée aujourd'hui. Des missions de surveillance et de protection. Et puis demain, les drones d'intervention qui permettront de faire de l'escorte, de la surveillance des bases navales, d'infrastructures critiques. Tout ça a eu un prisme très militaire, mais finalement, il y a la même question qui se pose dans le civil, avec d'autres normes, notamment la protection d'infrastructures offshore, les parcs éoliens lors des phases de construction, les parcs éoliens lors des phases d'exploitation, la responsabilité de la sécurité de navigation à l'intérieur du parc éolien, elle incombe à l'opérateur du parc éolien, mais finalement, c'est pas lui qui va faire l'intervention. Donc il y a une question également de partage des rôles et des responsabilités pour pouvoir assurer la sécurité et la protection à l'intérieur de cette zone, tout en communiquant aux autorités compétentes, la fonction garde-côte en France, assurée par la Marine nationale notamment, pour pouvoir leur donner les possibilités d'intervenir, de pouvoir traiter un peu ces menaces. Et puis il y a un autre cas d'usage, c'est certainement pas limitatif, mais qui commence vraiment à arriver et qui est très intéressant aussi. C'est finalement le drone, ça répond, en général on se demande à quoi sert un drone. Le drone, c'est les 4D. Donc c'est certaines émissions, 4D, c'est pour dull, dear, dirty and dangerous. Et donc il y a un point qui est très intéressant, c'est tout l'aspect dangerous et dear. Et notamment, on a parlé de toute la partie. Enfin, on a touché un mot sur l'évolution du climat et de la pollution que ce soit aérienne ou là en l'occurrence la pollution des mers. Que ce soit avec le réchauffement climatique, on voit de plus en plus des pratiques autour des algues avec des émanations toxiques qui ont pour l'humain, je veux dire. Et puis tout ce qui est la partie déchets. Et donc le drone, c'est pas seulement un navire d'intervention armé dans la partie sécurité, sûreté et puis préservation de l'intégrité de la zone qui doit protéger, mais il y a également une mission de protection de l'environnement, je pense, et donc de ramassage, et qui permet de moins exposer l'homme et de pouvoir multiplier les capacités d'intervention. Merci beaucoup pour ces précisions très complémentaires. J'ai noté que l'autonomie, la définition d'autonomie était différente. C'est comme l'autonomie stratégique aussi. Et je vais retenir ça dépend du niveau, finalement. J'aurais pu vous poser la question quelle limite de l'IA, du quantique dessus. Je rappelle que le Parlement européen s'est prononcé aussi sur l'éthique, sur les robots tueurs, mais il ne s'est que prononcé étant donné qu'il n'avait pas été missionné, si on peut dire, par la Commission. Voilà, now we switch in English, and we are now about to talk about the dynamic of cooperation, both in the surface and underwater system, with Dirk Peters, with our German people, and
an experience in naval infantry and general staff on NATO headquarters in Brussels. And after, to make shortly, since March 2015, you entered the European Defence Agency, and since 2021, you are a national expert in the EU Commission as a policy officer in DG DEFIS, and your portfolio includes project management in many teams, EDIDIP and EDF, Fonds Européen de Défense, project. You are also part of the DG DEFIS innovation team. You are the, please. Thank you for the kind of invitation and the opportunity to provide the view and the perspective of the European Commission, particularly DG DEFIS, on this important topic. Obviously, the EU maritime strategy, security strategy, identifies a vast spectrum of challenges, threats, and risks that could condition an open, safe, and secure global maritime domain. Now, naval power and supremacy at sea is crucial for the European armed forces to fulfill their missions and to defend European citizens and territory, as well as to enable power projection in more remote geographical areas. And it's also important to note that this is a key role in peace and crisis times to support a credible foreign policy. Now, what is the aspect that DEFIS contributes to this? Of course, we basically follow the industrial aspect. So the evolving operational environment and threats require the development of cutting-edge maritime systems and platforms which should be able to operate interconnected in a fully integrated way under challenging multi-domain threat conditions, land, aerial, surface, and subsurface and cyber, and including where necessary in extreme climates and geographical environments. For example, the Arctic, you alluded to that, as well as to comply with the requirements of most advanced environmental legislation. And as we have heard before, you addressed this in the first intervention. What is most important at the very essence of every naval operation is what the naval officer would call a recognized maritime picture, which means you need to have a full understanding of what's happening in your environment, practically from space to seabed. And this is something that we need to consider in all of our efforts right now. And that is something, we very much appreciate all the efforts from a technical point of view presented here. And what we also see is that there are plenty of networks in place. Somebody mentioned CISA, Common Information Sharing Environment. There is a civilian-led approach run by EMSA. Then there is, of course, the counterpart started by EDA many years ago, MASUR, the military approach. And that is at the very essence of it. And let us be clear. All the tools that we develop to advance this maritime security and to fulfill individual objectives, they only make sense if you have a proper network in place. Because if you do not know what's happening, if you're not able to identify a threat timely, you will not be able to set in motion a rescue chain or to neutralize it. That's it. Having said that, of course, we try to figure out what could the Commission contribute to this. And of course, the DG DEFIS has in mind, and the purpose of it is to keep in mind the technological and industrial perspective. And we have to say that despite the fragmentation of the naval EU internal market, the European naval industry remains competitive at a global level and should maintain technological leadership. And the capacities of system integrators and equipment suppliers represent a strategic asset of the European naval sector to be preserved and strengthened. Now, what are we doing particularly to support this? Go one further. To support this, we have basically two categories, which is naval combat and underwater warfare. And of course, the Commission is driven by the member states, particularly by the program committee, in which member states introduce the topics of the greatest interest, where they say this is what we want you to focus on, and we focus with research and development within the framework of the European Defence Fund as follows. More than 10% of the full EDF budget of close to 8 billion euros are dedicated to naval combat and underwater warfare. And two main lines of work are considered in the European Defence Fund from 21 to 27.
First of all, it is the support of development actions aiming to provide member states with effective state-of-the-art capabilities. And those actions refer to either naval vessels and systems or the upgrade of current assets. And they are, of course, fully aligned with our partners. For example, we closely cooperate with EDA that provides guidance, or not, well, I shouldn't say guidance, but advice on the individual projects proposed by member states. And of course, we take a look closely at other instruments such as the Strategic Compass, CDP priorities, CARD, and certainly also the PESCO projects, which, if any of the EDF projects is connected to them, will provide a bonus in the financing. Now, considering the EU diversity as regards main naval scenarios, missions, and current capabilities, these actions may not always interest a large number of member states or involve all the EU naval sectors. Hence, in these cases, inclusivity should be sought through the widest possible supply chains. Here, you see an example of projects that reflect digitalization, and as a matter of fact, if you have walked around, you will find a particular booth dedicated to EDINAF and to DETOR, where you can get further detailed information about those specific projects. And let me explain again how this works. If or if not, the European Commission supports a project or not depends on its introduction in the multi-annual planning, and this is where member states have their say. They can introduce and they will present at the end of the day a multi-annual planning in which they determine what, after the end of the program from 21 to 27, they want to achieve in the two domains, namely mainly naval combat and underwater warfare. And this is then broken down in the slices, of annual slices of projects that are chosen in the annual work program. And the one for 24 was just closed yesterday, so that means we received the proposals that are now being evaluated. Now, if you take a look here, you see further examples on projects that we already run, that we have already selected, and that definitely support here, for example, eNaxos, the passive acquisition by digital convergence, again reflecting what was mentioned here in this circle before, and that is our common understanding that you need to understand what's happening around you before you can decide to act. Yeah, and then in underwater warfare, as you can see here, there are typical examples of projects chosen and supported by the EU. It's Miracle and maritime countermeasures, and here also the C4I for anti-submarine warfare and seabed warfare. And the important thing to keep in mind, all that the European Commission can do is they can provide money to fund research and development projects under the regulations of the EDF. But what this means is we can run the project, but we cannot make sure that this project at the end of the day will translate into a product or a capability. This is the reason why the end user dialogue, meaning getting involved with the navies as the only potential end user of this, is so important. Systematically, this is unfortunately not a requirement in the EDF program. But we definitely need this, because otherwise we will end up with a result of the project, but it will never translate into a product, let alone into a capability that navies acquire. We should always keep this in mind. So, of course, we are driven by the member states' decision in the program committee, but this comes from an armament perspective, and that addresses also mainly the industrial needs. And for us, it is very important to be on target and to actually make sure that the projects that we support do contribute to the critical capability shortfalls identified in all the other efforts, like in CARD or match the CDP priorities. We have to make sure that we stay in close touch and in exchange with the navies and the potential end user. Okay, I'm sorry, you have no time on it. But sorry for the short time, but we have no time left. Okay. And thank you very much. Je vous rappelle que vous pouvez aller rencontrer aussi la DG DEFIS sur le stand vers l'OCAR, la NSPA de l'OTAN.
Voilà, on avait pris un peu de retard, pardon, et après il y a une intervention qui arrive après. Please, we must stop here. And thank you very much for intervention. Okay. And I explained that it was possible to contact you and to receive the slide and to continue after the. En tout cas, merci beaucoup pour ces prises de parole, la vision un peu claire, pour cette ouverture sur les programmes de coopération. On aurait eu beaucoup de questions, many questions about the financement, the partnership and so on, but sorry, you had no time. Mais merci beaucoup, merci. Et puis à la prochaine table ronde aussi sur ces sujets-là ou d'autres. Merci bien et au revoir.